J'ai senti un vide, donc il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que j'entreprenne. À ce moment, c'était vraiment là où Airbnb commençait à prendre. On était dans une courbe ascendante de ce qu'on appelle short-term rental, donc la location saisonnière. Ça faisait déjà 5 ans que c'était chaque année une forte croissance aux États-Unis. J'étais dans une ville qui se prêtait très bien au jeu pour le type de clientèle que je voulais. Donc je me suis dit, écoute, vas-y, lance-toi, prends une résidence et vois ce que tu fais. Donc, j'ai investi 10 000 dollars. En moins de 6 mois, j'ai fait 5 fois ce chiffre. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Et donc, du coup, avec cela, mes ambitions ont grandi. Salut Boom, Salut Prince, comment tu vas? je vais très bien. Et toi? Je vais très bien. Super, C'est un réel plaisir pour moi de t'avoir sur Prince Talk. plaisir partagé. Ça a été beaucoup de temps, de patience de mon côté parce que je rêvais, j'ai envie de t'avoir en face. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis un fervent utilisateur de ton application Je suis honoré. que j'utilise depuis un peu plus de 3 mois. Ça fonctionne super bien. Et donc, je me disais, quand est-ce que je pourrais avoir en face de moi Monsieur Boom afin de lui poser toutes mes questions? Je suis là. Parfait. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de ton parcours? Alors, moi, c'est Boom 3 Junior, d'origine camerounaise, mais je me considère d'abord citoyen africain, ensuite citoyen du monde. Ok. Né en Allemagne, mais ensuite très rapidement rentré au Cameroun où j'ai fait mes études primaires et puis secondaires. J'ai commencé l'université au Cameroun avant de finir mon bachelor aux États-Unis. Ok. Ensuite, j'ai travaillé 5 ans, principalement comme ingénieur logiciel à Nasdaq. Et ensuite, je suis allé faire mon MBA à l'Université de Chicago Booth School of Business, spécialisé en finance et en stratégie. Et c'est après ce passage en école de commerce que mon associé et moi avons lancé Daba Finance. Parfait. Un très brillant parcours. Quand tu dis ingénieur logiciel, c'est dans le domaine de l'informatique. Exactement. Est-ce que tu peux détailler un tout petit peu ce qu'il y a dans cette fonction d'ingénieur logiciel? Alors, donc, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que généralement, les gens font une erreur de comparer un ingénieur logiciel à un développeur. Ok. Un ingénieur logiciel, c'est quelqu'un qui, premièrement, conçoit un système, donc c'est-à-dire le design, fait toute l'architecture de comment est-ce que ce système va fonctionner et ensuite l'implémente. Donc, Ok. un ingénieur logiciel a la capacité de comprendre les contraintes et les besoins d'un système, créer une architecture qui va être conforme selon les besoins de ce système et ensuite aller le développer. Et généralement, il y a beaucoup de développeurs, mais il y a très peu d'ingénieurs logiciels. Et donc, dans ma fonction d'ingénieur logiciel, quand je travaillais à Nasdaq, justement, on avait plusieurs systèmes d'information qu'il fallait développer, qu'il fallait d'abord concevoir, puis finaliser leur architecture et ensuite les développer. Et donc, c'est ce que je faisais pour l'une des bourses avec les plus fortes capitalisations au monde. Parfait. Pour ma gouverne et pour la gouverne également de tous ceux qui nous suivent, on va détailler un tout petit peu les termes qui ne sont pas connus forcément du grand public. C'est quoi Nasdaq? Donc, Nasdaq, ils font beaucoup de choses, mais principalement, ils sont connus pour leur bourse. Donc, une bourse, c'est tout simplement un marché sur lequel des actions se vendent et s'achètent. Et donc, Nasdaq, jusqu'à très récemment, était la bourse avec la plus forte capitalisation au monde. Mais aujourd'hui, elle est la deuxième bourse avec la plus forte capitalisation au monde. Après qui? Je crois bien après le New York Stock Exchange qui devrait être passé en premier, mais c'est une information à vérifier. Je sais qu'ils ont régressé d'une place. Ok. Là, je suis cofondateur d'une fintech du nom de Daba Finance. C'est bien ça. C'est quoi une fintech? Ok. Donc, une fintech, c'est une entreprise qui est à l'intersection de la finance et de la technologie. Donc, aujourd'hui, quand on pense finance, on pense banque, on pense assurance, n'est-ce pas? Ces entreprises-là sont traditionnelles dans leur chemin, dans leur fonctionnement, dans leurs opérations. Alors, une fintech va allier la nature traditionnelle, donc le service traditionnel
d'une institution financière, OK. mais va y ajouter de la technologie dans le déploiement du service. Alors, je prends un exemple. Quand on regarde, par exemple, notre domaine qui est l'investissement ou la gestion de patrimoine. Oui. Aujourd'hui, il y a des compagnies de gestion de patrimoine ou de compagnies d'investissement qui offrent ce service. Mais ils le font ces compagnies le font de façon manuelle, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est des emails, c'est de la paperasse, c'est des appels, n'est-ce pas? La technologie, l'interface technologique n'est pas le moteur ou le véhicule à travers lequel ce service est rendu. OK. Alors, une fintech inverse. Donc, c'est-à-dire, il y a derrière le service financier traditionnel qui est offert, mais cependant, la technologie est le véhicule principal à travers lequel ce service est rendu. D'accord. Donc, si je comprends bien, la technologie devient l'interface Exactement. entre l'usager et puis, on dira, l'entreprise qui est dans le domaine de la finance. Exactement. Donc, si vous voulez penser en termes de structure d'entreprise, la partie opérationnelle, n'est-ce pas, d'une fintech va ressembler, ou une partie de ces opérations vont ressembler aux opérations de sa contrepartie traditionnelle. OK. Cependant, il y aura un autre volet qui sera beaucoup plus important, qui sera donc le volet tech. OK. Voilà, donc prenez toute industrie ou toute entreprise dans un secteur financier traditionnel et ajoutez-y une composante technologique principale, et c'est ça une fintech. Parfait. En tout cas, merci pour cette réponse. Là, avec ce que tu expliques, je m'aperçois que tu passes du monde de l'informatique au monde de l'entrepreneuriat, donc de la fintech. Est-ce que le saut, le bond, il a été facile? Qu'est-ce que tu as dû apprendre? Qu'est-ce que tu as dû désapprendre pour pouvoir y arriver? Et ça m'intéresserait aussi de savoir, est-ce que le bond, il a été immédiat? C'est-à-dire, est-ce que quand tu passes de l'ingénieur logiciel, tu arrives directement à cofonder Daba Finance, ou tu as d'autres entreprises sur lesquelles d'abord tu t'essaies, tu te fais des armes avant de créer aujourd'hui cette fintech Daba Finance? C'est une excellente question. Je vais commencer par raconter un tout petit peu une partie de mon parcours que j'ai sauté, OK. qui est, avant de lancer Daba Finance, avant d'aller en école de commerce, j'ai créé une travel tech OK. que je faisais en même temps que je travaillais à Nasdaq. Et en fait, c'était Airbnb for Business. Donc, j'avais un portefeuille de clients business principalement qui louaient mes espaces. Mais OK. en fait, dites-vous, c'est un peu comme Airbnb, sauf qu'on était complètement focus sur du business. Et OK. je faisais des acquisitions immobilières dans des complexes d'appartements ou des résidences que je mettais donc à disposition de voyageurs d'affaires. Donc, j'avais des voyageurs de grandes compagnies telles que Facebook, Google, etc. OK. Et donc, je l'ai fait en même temps que mon emploi. J'avais 2 jobs à temps plein, n'est-ce pas? Et cela m'a en fait appris l'opérationnel d'un business. OK. On avait une composante tech, mais c'était véritablement de l'opérationnel pur. Donc, OK. il fallait acquérir les biens immobiliers, OK. négocier des contrats avec des compagnies de gestion immobilière de taille énorme. OK. C'était ma première entreprise aux États-Unis. Mhm. Il fallait maintenant développer des process pour gérer tout ce qui est clientèle, les séjours, créer une équipe, parce que bien évidemment que j'avais mon emploi à temps plein, mais j'avais des ambitions, j'avais une ambition importante pour cette entreprise-là. Donc, cette entreprise-là m'a vraiment permis d'abord, premièrement, de créer un vrai business OK. dans un pays où il y a une fibre entrepreneuriale très poussée et où les enjeux étaient très importants. Et donc, en 2 ans à peu près, on a fait un chiffre d'affaires de plus d'1 million de dollars, Wow. avec un investissement initial de près de 10 000 dollars. J'ai réinvesti tous les profits. On faisait une croissance tous les ans d'à peu près 400%. OK. Et donc ça, je l'ai fait pendant que je travaillais à Nasdaq. Et donc, c'était une expérience qui m'a donné cette fibre opérationnelle. OK. Cependant, je le faisais avec
je dirais, l'intuition entrepreneuriale et non, c'est-à-dire la stratégie ou la technique business. Ok. Et donc, où est-ce que je suis allé chercher cette stratégie business pure? C'est en école de commerce. Ok. Donc, dans ma formation, la technique donc de la technologie, de la science logicielle, je l'ai apprise à l'université, mais ensuite à Nasdaq quand je développais ces systèmes. Mhm. Le business pur, je l'ai appris à travers ma première entreprise, mais ensuite, je vais dire la partie académique du business, je l'ai apprise en école de commerce. Oui, la théorie, c'est important. Exactement. Mhm. Où véritablement, ce sont des cas de plusieurs entreprises Oui. qui sont très, très bien méticuleusement Étudier. étudiés et présentés. Et cela m'a vraiment donné une autre perspective Mhm. de ce que ça veut dire, en fait, entreprendre et faire un business. Ok. J'ai commencé à écouter, par exemple, l'actualité de notre point de vue. Ok. On comprend beaucoup mieux les enjeux d'une entreprise. Pourquoi est-ce qu'une entreprise pose tel acte ou va faire telle décision? Et donc, je dirais, voilà un tout petit peu ce qui m'a permis de porter ces casquettes-là. Maintenant, au sein de mon entreprise, aujourd'hui à Daba, je suis le CEO, mais je suis aussi le CTO. Ok. Donc, je suis aussi en charge de tout ce qui est ingénierie. On va, Donc, on va définir CTO aussi. Chief Technology Officer. Good. Donc, en fait, c'est la personne qui est en charge de tout ce qui est technologie dans la boîte. Donc, en français, c'est directeur technique ou technologique. Exactement. Mhm. Et donc, aujourd'hui, je porte ces deux casquettes. En même temps, je porte la vision et tout ce qui est opérationnel de l'entreprise en tant que CEO, Mhm. mais aussi, je gère les équipes techniques. Ok. Et donc, je dois constamment faire le saut entre ces deux casquettes-là. Ok. Est-ce que tu avais, avant de lancer ta Travel Tech, est-ce que tu avais mesuré l'ampleur des interactions qu'il y aurait avec les différentes parties prenantes? Parce que tu as parlé des structures de gestion immobilière, de gestion de patrimoine immobilier et tout. Ouais. Est-ce que tu avais mesuré l'ampleur avant de te lancer? Qu'est-ce qui, peut-être à un moment, pour toi, était comme peut-être un frein? Mm. Est-ce que ce sont les finances ou c'était le volet opérationnel? Mm. C'était quoi exactement? Ok, d'accord. Donc, non, je n'avais pas mesuré l'impact. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit en 2017, j'avais un peu d'argent et je voulais entreprendre. Parce que j'étais venu aux États-Unis, j'ai fini mon bachelor, j'ai un bon emploi, je suis bien payé, je suis dans une bonne compagnie. Je pense que pendant à peu près 2 ans, j'avais perdu un tout petit peu cette fibre qui est mienne, qui est la fibre entrepreneuriale. Ok. Mes parents sont des entrepreneurs. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu une petite activité, un petit projet. Mhm. Donc, arrivé aux États-Unis pendant 2 ans, ou après 2 ans après ma sortie de mon programme, je Oui. me suis senti un peu comme étant, je vais dire, un peu complacent. Donc, En retrait par rapport à ce que tu aurais voulu faire. exactement, j'ai senti un vide. Donc, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que j'entreprenne. Ok. Et donc, je me suis dit, OK, d'accord, j'ai ces $10 000. Là, à ce moment, c'était vraiment là où Airbnb commençait à prendre. On était dans une courbe ascendante de ce qu'on appelle short-term rental, donc la location saisonnière. Mhm. Ça faisait déjà 5 ans que c'était chaque année une forte croissance aux États-Unis. Mhm. J'étais dans une ville qui se proposait ou qui se prêtait très bien au jeu pour le type de clientèle que je voulais. Donc, je me suis dit, écoute, vas-y, lance-toi, prends une résidence et vois ce que tu fais. Donc, j'ai investi $10 000. En moins de 6 mois, j'ai fait 5 fois ce chiffre. Wow. Donc, j'ai commencé en juin. Mhm. En décembre de 2017, j'avais fait 5 fois le capital investi. Ok. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Et donc, du coup, avec cela, mes ambitions ont grandi. Mhm. Et je me suis dit, OK, d'accord, réinvestis cet argent, va chercher d'autres propriétés où tu pourras réinvestir ce capital et refaire le même business. Sauf que j'avais déjà appris un tout petit peu le type de clientèle que je voulais cibler, Mhm. le type de résidence que je voulais avoir dans le portefeuille. Oui. Et donc, quand j'ai redémarré en 2018, me mettre à la recherche de biens, j'avais une approche déjà très spécifique en fonction des leçons que j'avais apprises. Donc, donc l'ambition est venue chemin faisant. Et ensuite, les négociations avec les gestionnaires
de biens immobiliers était très difficile. Pourquoi? Parce que je viens en tant qu'immigré. Mhm. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le credit score. Donc, Ok. c'est-à-dire, je sais pas, l'équivalent, c'est un score de ta crédibilité. Mhm. Et donc, ça se construit chemin faisant. Ok. Donc, quand tu as des cartes de crédit, quand tu fais tes paiements à temps, etc., etc. Et donc, étant aux États-Unis seulement, ça faisait à peu près 3 ans, je n'avais pas véritablement un credit score de telle sorte que ces buildings voulaient me faire des prêts ou voulaient nécessairement me donner des biens immobiliers à crédit. Ok. Donc, il fallait que je négocie dur. Mhm. Et donc, je suis entré dans un building où ils m'ont dit, malheureusement, la première réponse, quand j'aurais dit je voulais prendre 5 appartements dans votre building, ils m'ont dit non. Et donc, je suis allé, j'ai négocié avec l'une des responsables sur place. Je lui ai dit, écoutez, je pense que je vais être l'un de vos meilleurs clients. Cependant, je sais que vous avez une façon de négocier avec les personnes qui viennent demander à louer ici ou à acheter ici. Ok. Mais je vous demande de faire une dérogation. Je vais commencer avec 2. Mon objectif, c'est d'en avoir 5 chez vous, mais je vais commencer avec 2. Et donnez-moi une période de test de 3 mois. Mhm. Si au bout de 3 mois, vous n'êtes pas satisfait de, premièrement, 1, mes paiements, ou 2, même ma gestion, mes opérations dans votre building, on résilie tout contrat, je vous paye même des indemnités. Et je pars. Et je pars. Donc, c'était un pari gagnant pour eux. Ça, c'est de l'audace. Exactement. Mhm. Mais après 2 mois, ils ont vu comment je fonctionnais dans le building. Mhm. Ils ont vu, en fait, aussi le type de clientèle que j'amenais. Ok. Immédiatement, ils m'ont dit, les 5 sont à toi. On vous les passe. Et ils m'ont directement référé donc à un autre building. Et donc, comme ça, en moins de 3-4 mois, j'ai eu 10 appartements. Mhm. Comme ça. Parfait. Et donc, cette négociation, on ne l'apprend pas forcément à l'école. C'est au contact Et d'où tu tires cette qualité? des réalités. Je vais dire, ma persévérance, Ok. je la tiens de mes parents. Je la tiens de mes parents parce que, Ok. voilà, ils ont toujours persévéré Mhm. dans toutes leurs activités. Et c'est quelque chose que, en grandissant, j'ai pu voir. De façon N'est-ce passive, mais tu les as intégrés. Exactement. J'ai toujours compris qu'il fallait faire du sacrifice. Il Mhm. fallait se dire que demain peut toujours être meilleur. Il faut toujours essayer. Et comment tu fais face à un non, au rejet? Comment tu le prends? Parce qu'aujourd'hui, on a, tu vois, comme je te dis, ce podcast, on le fait également pour des personnes qui ont envie de s'identifier à l'invité qui passe. On reçoit des invités qui ont réussi dans un domaine et voici des personnes qui vont les écouter, qui font souvent face à des rejets et qui par la suite baissent les bras. Ouais. Comment toi, tu rebondis après un rejet? J'imagine tu es déjà certainement allé taper à une porte et on t'a dit non. On me dit non Mais- tous les jours. Mais tu n'as pas abandonné. C'est quoi ta recette? Qu'est-ce que tu te dis dans l'esprit? Quand tu as commencé ta question, il y a une réponse qu'un ami à moi m'a donnée, Mhm. qui je pense est la forme la plus simple de répondre à cette question, qui est de dire, dans la vie, en anglais, c'est « you need to be ready to eat no for breakfast ». Donc, c'est-à-dire, il faut être prêt à manger le non Pour le petit déjeuner. Mhm. Quand tu te lèves avec cette mentalité-là, il n'y a pas un rejet qui peut te mettre à terre. Tu peux être déçu quelques secondes, Mhm. mais tu ne vas pas perdre beaucoup de temps à internaliser ce rejet, mais plutôt passer plus de temps à te dire comment est-ce que je peux transformer ce non en Ouais. oui. Parce que Mhm. le non, généralement, ce n'est pas un non définitif. Dans beaucoup de cas, Ouais. le non, généralement, c'est synonyme de peut-être, je ne suis pas convaincu, essayez encore, revenez plus tard. Et des fois, vous ne pouvez même pas contrôler le non parce que Mhm. ça peut être la personne en face de vous ou la compagnie ou l'entreprise, bref, votre contrepartie Mhm. qui, elle, n'est pas prête pour ce que vous essayez de lui proposer. Mhm. Et donc, il ne faut pas prendre ça personnellement et se dire, si vous voulez insister, go back to the drawing board. Allez, retravaillez votre stratégie, revenez. Ouais. Mais jamais, jamais se démoraliser. C'est une question de mindset. Oui, parfait.
Et ça me pousse à te poser une question sur ta première boîte. Est-ce qu'aujourd'hui, elle continue? Non. Alors, les raisons sont les suivantes. C'est pendant la coupe. Donc, en 2 ans et demi, on fait on atteint un chiffre un chiffre d'affaires de 1 million de dollars. Alors là, jusqu'à présent, j'étais financé en fonds propres. Je réinvestissais les capitaux les profits des propriétés que j'avais et j'allais en acquérir d'autres. Donc, à la fin de la au début de la, disons, 3e année, donc à la fin de 2 années et demie, j'avais un portefeuille de 20 résidences. Et à ce moment-là, je me suis dit, avec des deals de plus d'une 50aine de résidences déjà dans le pipeline. Donc là, j'avais déjà une ambition dans tout le sud-est des États-Unis. Donc en fait, tellement j'avais de bonnes relations avec les gestionnaires de immobilier qu'en fait, ils étaient prêts à m'ouvrir leurs portes. J'étais en compétition, c'est-à-dire une équipe de moins de 5 personnes et je gérais ça, disons, avec mon même job, en compétition avec les plus grosses boîtes de location saisonnière dans le sud. Donc, c'est-à-dire, on parle là de la Géorgie, la Caroline du Nord, Caroline du Sud, et on était en compétition sur des deals. Mais nous sommes une toute petite start-up. Donc, tout allait bien. Mais puis j'avais des deals immobiliers qui étaient déjà en place, signés, prêts. Les investisseurs étaient déjà prêts à financer justement l'acquisition de tous ces biens immobiliers. Mais qu'est-ce qui survient en mars 2020? La pandémie du Covid. Et là, tout change. Pourquoi? Parce que c'est premièrement le secteur travel, hospitality, l'hospitalité qui a pris un grand coup. Et puis surtout, les voyageurs d'affaires. Et donc là, tout s'effondre. Je passe en moins d'une semaine d'un chiffre d'affaires mensuel de 100 000 dollars à 0. C'est-à-dire, en quelques jours, j'ai vu notre business péricliter, s'effondrer. Et là, honnêtement, c'est pour ça qu'il n'y a pas un nom qui... Pour moi, aujourd'hui, je pense que ça m'a vacciné. C'était ton vaccin contre la Covid. Je pense que, en fait, quand j'y pense, parce que là, j'étais en école de commerce, et en école de commerce, j'avais une roommate, une colocatrice, qui faisait la même école de commerce que moi. Elle m'a vu, c'est-à-dire, pendant presque 2 jours, je ne suis pas sorti de ma chambre. Je réfléchis. Tu as tout le monde qui annule, qui cherche des remboursements. Et ce sont des contrats avec des entreprises. Donc, il faut honorer les clauses. Et après, il faut payer les gestionnaires de biens immobiliers. Donc, à ce moment-là, en temps de crise, j'ai véritablement compris, premièrement, la négociation, 2, la gestion de ces émotions dans le business. Et en fait, après avoir stabilisé, donc j'ai passé, je dirais, à peu près 6 mois très difficiles au début de la pandémie, qui m'ont permis, en fait, de stabiliser. En fait, en moyenne, sur les États-Unis, il y avait une chute libre du taux de remplissage des établissements hôteliers. Il y avait une moyenne de 5%. J'ai réussi à stabiliser le business avec un taux de remplissage à hauteur de 40%. C'est-à-dire, je suis allé chercher des clients où je ne pouvais même pas imaginer. Cela m'a permis d'amortir le choc, mais ensuite, je me suis posé la question de savoir, est-ce que véritablement le domaine hôtelier et de l'immobilier est-ce que ce domaine-là, c'est le domaine dans lequel j'aimerais véritablement avoir créé un impact. Pour moi, c'était toujours l'Afrique. Et donc, une fois que j'ai stabilisé en fait, le business, je me suis dit, c'est le moment de sortir. Parce que même les dynamiques de cette industrie avaient changé. Aujourd'hui, ça a rebondi. Si j'étais resté pendant à peu près 2 ans, je pense que
à partir de à peu près 2022, Mhm. on aurait été sur une courbe ascendante Ouais. de nouveau. Mhm. Mais ces 2 ans, ça m'a permis de véritablement me poser la question de savoir dans quel secteur est-ce que j'aimerais évoluer, où est-ce que j'aimerais avoir un impact. Et pour moi, c'était l'Afrique. Mhm. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, que veux-tu faire en Afrique? J'avais une liste de plus de 100 business que je voulais lancer en Afrique. OK. J'ai utilisé tout le troisième trimestre et la fin d'année troisième et quatrième trimestre de 2020 Mhm. à décider exactement quelle était l'entreprise. Et à partir de 2021, petit à petit, les premières ébauches OK. de Daba Finance ont vu le jour. Premièrement, à travers une ONG, aujourd'hui ONG, qui s'appelle Africa Startup Lab, qui OK. fait du coaching et du mentorat entrepreneurial OK. pour les entrepreneurs en Afrique. Et c'est à travers cette expérience-là que, éventuellement, Daba Finance est né en septembre 2021. Parfait. Avant de te poser quelques questions un peu plus approfondies sur Daba Finance, je veux savoir pour toi, de l'idée et du capital, c'est-à-dire de l'argent que tu injectes d'abord dans un business, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? La réponse, c'est ça dépend. Ça Ok. dépend de quel business. Parce qu'il y a des business qui sont capital intensive. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'élément différenciateur qui va te permettre de réussir dans ce business, c'est le capital. Beaucoup Ok. plus que l'idée. Parce qu'en fait, les idées, généralement, se ressemblent. Oui. On a tous, généralement, un peu, c'est-à-dire, les mêmes besoins, Mhm. les mêmes idées. Mhm. L'idée en elle-même n'est pas généralement, n'est pas nouvelle. C'est pas forcément une innovation. Ce n'est pas forcément une innovation. Ouais. L'innovation, j'ai envie de dire, en fait, la différence, c'est pas généralement l'idée ou le capital, mais c'est l'exécution de l'idée et le capital. Ok. C'est dans l'exécution que ça pêche, généralement. Ok. Et la stratégie d'exécution. Mhm. Il y a justement des business où il faut avoir une stratégie différente. Par exemple, le transport. Oui. Uber, Yango, il y a Each, voilà. Mhm. Tout ça demande du capital. Mais toutes ces entreprises-là ont le capital Mhm. pour investir et développer un marché. Ouais. Mais elles ont toute une approche et une stratégie différente dans leur exécution. Ce qui fait qu'une entreprise va être leader dans un marché et une autre va être leader dans un autre. Oui. Donc, voilà où tout le monde est à capital égal. Cependant, dans la stratégie, dans l'exécution, il y a une différence qui va donc créer une différence dans les résultats sur le terrain. Ouais. Et souvent même dans le business model. Parce que Exactement. comme tu dis, Exactement. non, c'est clair. On va revenir à Daba Finance parce qu'on a beaucoup répété Daba Finance, Daba Finance. J'imagine qu'il y a des personnes qui ne savent peut-être pas encore c'est quoi Daba Finance. Est-ce que tu peux nous dire? Alors, Daba Finance, c'est synonyme d'investissement en Afrique. Nous sommes la première plateforme d'investissement dédiée en Afrique qui est multi-actif. Alors, c'est quoi être multi-actif? C'est avoir sous le même toit, dans la même plateforme, accès à plusieurs produits d'investissement. Aujourd'hui, nous offrons sur Daba Finance les actions, donc l'investissement en bourse, les obligations, soit d'État ou d'entreprise. Nous offrons les fonds gérés, appelés communément fonds communs de placement. Ok. Les fonds capital risque, donc vous pouvez investir dans un fonds qui investit dans des startups, Ok. et aussi des introductions en bourse. Et donc, Daba réunit tous ces produits-là Mhm. dans une seule plateforme. Nous sommes la première application et la plateforme à le faire dédiée à l'Afrique. Et l'objectif et la mission qui est la nôtre, c'est de démocratiser l'investissement en Afrique et de permettre à toute personne désireuse d'investir sur le continent, dans le continent africain, de le faire et en passant se créer un patrimoine en Afrique. Comment vous faites le choix de la start-up qui doit être sur votre plateforme et qui a besoin de financement? Alors donc, ça c'est une classe d'actifs que nous avons offert au début de Daba.
Et donc, Ok. la façon dont cela se passait à ce moment-là, c'est on travaille avec des fonds, Ok. des fonds d'investissement, des fonds de capital risque, qui, eux, ont des startups dans leur portefeuille ou sont en train d'investir dans ces startups-là. Ok. Et donc, ça nous permet d'avoir accès à des startups qui ont déjà passé un certain cap de due diligence, de recherche, d'analyse, Ok. et donne la confiance aux utilisateurs qui viennent sur notre plateforme Je qu'il vois. y a tel ou tel fonds qui est en train d'investir dans cette startup-là. Donc, généralement, ce sont les startups qui ont déjà des investisseurs, au moins un investisseur d'une certaine qualité Mhm. sur laquelle nous pouvons baser, n'est-ce pas, en fait, la qualité un tout petit peu de cette entreprise. En interne aussi, on a un comité d'investissement, on a une équipe d'analyse qui fait donc un deuxième filtrage, n'est-ce pas, avant de mettre ces opportunités sur la plateforme. Mais en ce qui concerne le capital risque, c'est ça notre process. Mais aujourd'hui, le capital risque représente moins de 10%, n'est-ce pas, de l'activité sur la plateforme. Ok. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus axés sur des marchés beaucoup plus liquides, tels que les actions, les obligations, et on a aussi des sélections thématiques qui sont en fait des collections, des portefeuilles. Et donc voilà aujourd'hui où la majeure partie de nos investisseurs préfèrent investir surtout dans le contexte macroéconomique dans lequel nous sommes aujourd'hui, où l'investissement en start-up peut être très peu liquide, n'est-ce pas? Certes, à fort potentiel, mais il faut être patient. Et donc, avec le contexte économique aujourd'hui, beaucoup plus de personnes aimeraient investir dans des produits où ils peuvent avoir de la liquidité au besoin. Sur la base de l'analyse que tu fais des usagers qui utilisent ta plateforme, est-ce que tu as l'impression, parce que nos marchés sont un peu moins volatiles que j'imagine par exemple le New York Stock Exchange, où il y a énormément de volatilité sur leur marché. Quand tu fais l'analyse, est-ce que nos usagers, bon, tes usagers, ils vont plus vers la recherche de dividendes ou on est beaucoup dans la spéculation aussi? Alors, on a un peu des deux. Ok. Mais en fait, aujourd'hui, quand on regarde ceux qui investissent, point, même pas en Afrique, ceux qui investissent, l'utilisateur, le particulier, la personne, l'individu, un individu va être de plusieurs types. Il y a soit la personne qui, en fonction du marché dans lequel cette personne investit, va aller chercher une plus-value, n'est-ce pas? Ou soit va se dire, ah tiens, moi j'investis pour le long terme, ou ça c'est une compagnie qui paye des dividendes, j'aimerais être investi dans cette compagnie parce que je sais que chaque année, j'aurai un retour à peu près que je connais qui va m'être donné. Oui. La nature du marché dans lequel nous sommes, et notamment prenons le cas de la BRVM, est un marché où, justement, parce que historiquement, il y a beaucoup moins d'activités, n'est-ce pas, donc d'achat et de vente, les compagnies, pour incentiviser les gens à investir, se sont positionnées sur un modèle de paiement de dividendes de façon régulière. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est l'habitude. Donc, j'achète cette action. Je sais que entre mai et, disons, septembre, cette compagnie va éventuellement payer des dividendes. Historiquement, c'est dans l'ordre de tel ou tel pourcent. Allez, J'attends. j'y vais, j'attends. Sauf que, aujourd'hui, avec ce marché qui se développe, l'activité qui est en train de croître, on peut aussi gagner en investissant et en attendant donc justement une plus-value sur les actions. Oui. Et ressortir dès qu'on a fait un gain suffisant. Il y a des actions aujourd'hui qui, par exemple, on a créé une sélection thématique sur Daba qui s'appelle BRVM Finance, Oui. qui aujourd'hui, en moins de 3 mois, a déjà fait 28% en moyenne. Oui. Donc, c'est-à-dire que si tu avais investi le 1er janvier 2025 dans ces actions-là, dans ce panier, tu aurais eu 28% de gains. Pour certaines personnes, c'est largement suffisant. Pas besoin d'attendre les dividendes. Attends, je vais faire un exercice avec des chiffres. OK, allons-y. Si on part en francs CFA, Ok. quelqu'un qui avait mis 10 millions au 1er janvier, après 28%, Ouais. après 3 mois, Ouais. la personne aurait eu 2 800 000 en plus. Exactement. Good. Que la personne aurait donc justement pour réaliser ce gain, il faut vendre
les actions Mhm. et donc prendre son argent avec la plus-value. C'est ça. Donc maintenant, la personne peut se dire, ah tiens, j'aimerais rester investi, mais là, du coup, la plus-value, elle est sur papier. Mhm. Parce qu'on ne réalise que le Exactement. gain ou la perte Lorsqu'on vend, lorsqu'on vend. Donc, la personne aurait dit, OK, d'accord, moi, honnêtement, c'est bien beau d'avoir la plus-value, mais ce qui m'intéresse, ce sont les dividendes. Et dans ce cas, la personne resterait investie jusqu'à ce que la compagnie annonce et paye les dividendes. c'est ça. Mais une personne peut se dire, ah, moi, les dividendes, ça ne m'intéresse pas. J'avais un objectif de 10%, j'en ai fait 28, je vends, je réalise mon gain et je continue. Peut-être je cherche autre chose à investir. Et je pense que la personne peut même aussi prendre uniquement les 28% et puis laisser le... Exactement, justement. Oui. Donc, exactement. Donc, Ouais. justement, en fonction des besoins de liquidité, l'objectif d'investissement de tout un chacun, chacun, justement, peut décider. Mhm. Et je voulais juste revenir sur le commentaire du trading. Mhm. Aujourd'hui, il y a une proliférance, surtout dans la culture des jeunes, du trading. Ouais. Et il y a des formations de gauche à droite, des gens qui vont vous miroiter qu'on peut devenir riche en quelques clics. Bon, il y a des gens qui sont... C'est pas pour dire que c'est impossible. Mhm. C'est tout à fait possible. Sauf que les gens y vont généralement pour les mauvaises raisons. Ouais. Mais le trading, justement, se fait sur... Le trading à haute fréquence se fait sur des marchés très... Forte volatilité. Et à forte volatilité. Donc, ça peut être sur du FX, donc la monnaie, ou même sur des bourses telles que le New York Stock Exchange ou le Nasdaq, n'est-ce pas? Et donc, quand on va investir là-bas, on a une toute autre approche que quand on investit sur un marché tel que celui de la BRVM ici. C'est Et clair. donc, la nature du marché est différente. Et donc, les notions de trading peuvent être utiles, mais comment est-ce qu'elles vont être appliquées va différer en fonction du marché sur lequel on est en train d'investir. En tout cas, merci pour tous ces éclaircissements. Et ce que je veux te dire, c'est que moi, auparavant, je faisais l'achat de titres à travers des SGI. Et ce que je n'avais pas forcément, c'était des notifications en temps réel du cours de l'action à un instant T. Mais je te dis, aujourd'hui, avec l'utilisation de ton application, je peux être là et puis je vois qu'il y a tel titre qui a fait une chute en termes de cours de moins 5%. Alors, tu connais un peu le principe, je pense, de Warren Buffett, c'est buy low, sell high. Yeah. Donc, moi, tout de suite, dès que je vois ça, je dis, ah tiens, Yeah. il faut que je recharge, il faut que je mette un peu d'argent Ouais. sur mon portefeuille d'Abba Finance Mm. pour pouvoir rapidement acheter le titre, acheter l'action en question. Exact. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas auparavant. Mm. Du coup, je suis constamment sur l'application en train de faire une veille. Dès que je vois une petite notification, je fais l'achat. Donc, je me sens plus présent Ouais. sur les marchés Yeah. désormais. Yeah. Alors qu'auparavant, quand je pense avoir un peu de cash, Voilà. je pars, je me déplace, mais je fais un email. Je me connecte sur le site de la BRVM, je regarde, et puis après, je fais un email au gestionnaire pour dire, tiens, moi, je veux acheter tel nombre d'actions. Et puis, ça suit le processus. Aujourd'hui, je fais tout Instantanément. by myself, moi-même. Yeah. Et ça, franchement, je te dis bravo pour ça. Merci. La vision Mhm. avec ce que nous faisons, c'est justement de ramener l'expérience d'investissement à la portée de tous et de la fluidifier. Ok. On amène une expérience qui est aujourd'hui monnaie courante dans les marchés développés, mais qui aujourd'hui, à cause du manque de technologie et d'intégration dans le marché, n'est pas accessible. Ça a un coût. Ça a un coût, c'est un budget technologique important. Ouais. Et malheureusement, c'est un investissement que beaucoup de nos partenaires, ces SGI-là, parce qu'on est partenaire avec ces SGI, ne veulent pas nécessairement faire. Ou n'ont pas le besoin de faire parce qu'elles servent déjà une clientèle qui est institutionnelle. Les institutionnels, les gros porteurs, c'est les coups de fil, c'est les emails. Ça suffit parce qu'ils ne vont pas venir sur l'application tout le temps. Mais une personne, un individu comme toi et moi, qui veut gérer son patrimoine, tout simplement, une interface mobile est beaucoup plus adéquate Exactement. pour ton utilisation. Et donc, justement, c'est là la complémentarité de notre offre. Ouais. C'est de dire à nos partenaires que, écoutez, vous jouez un rôle.
le mass market, c'est le nôtre. Mhm. Laissez-nous aller chercher ces clients, leur apporter la technologie que nous savons si bien développer pour permettre d'approfondir le marché. Et donc, Ok. justement, en apportant un outil technologique qui non seulement est beaucoup plus intuitif et fluide, comme tu le décris, Mhm. mais aussi à ramener les coûts au plus bas, Mhm. donne des moyens de paiement diversifiés. Du coup, toute personne qui a tout simplement l'envie peut maintenant investir. Comment il ramène les coûts au plus bas? Parce que, premièrement, donc, avec seulement 10 000 francs CFA, l'équivalent de 10 000 francs CFA, la personne peut commencer à investir. Et ça, c'est Exactement. très important. Ouais. Parce que quand on va dans une compagnie de gestion, eh Souvent, ben, il y a un minimum. voilà, donc en moyenne, donc le plus bas que j'ai vu, c'est 300 000 francs CFA. Mais la moyenne, c'est 500 000 à 1 million. Quand tu as moins de 100, on ne te regarde même pas. Moi, j'ai déjà acheté une action à moins de 5 000 avec Daba Finance. Exactement. Ouais. Donc, pour ouvrir le compte, on te dit, et généralement, on te dit, il faut d'abord déposer même l'argent avant qu'on ne traite ton dossier d'ouverture de compte. Exactement. N'est-ce pas? Donc, en fait, ça met à l'écart énormément de personnes. Et c'est leur politique. Parce qu'en fait, ils ont des coûts fixes, ils ont des procès qu'ils utilisent en interne. C'est justement la finance à la manière traditionnelle. C'est tout à leur honneur. Mais nous, justement, on vient en tant que partenaire à leur process et leur dire, écoutez, en faisant comme ça, vous ne touchez que Une frange de... moins de 1% de la population. Mhm. Parce que quand on regarde la population, ce n'est pas seulement les gros porteurs. Ouais. 90% et plus, ce sont les petits et moyens porteurs. Mhm. Alors, ces gens-là, certes, ne vont pas venir déposer 500 000, 1 million à la fois, Mhm. mais en cumulé, vont le faire. Mais c'est un travail difficile. Mhm. Parce que ces gens-là, généralement, aussi, ont besoin de beaucoup d'éducation pour commencer à investir. Et donc, nous, c'est vraiment tout le travail qu'on abat. C'est-à-dire, premièrement, on offre un service qui nous coûte très cher à offrir, n'est-ce pas, pour simplifier l'accès, mais aussi on éduque les gens pour que plus de personnes puissent maintenant intervenir. Et donc, c'est Ok. véritablement là l'une des innovations de Daba. Et c'est aussi pour ça que toutes ces compagnies de gestion dont vous parlez aiment travailler avec nous parce qu'on leur apporte une clientèle qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à toucher. Là, on va faire un peu de pub pour le process de Daba Finance. Imaginons un utilisateur lambda Oui. qui aujourd'hui veut utiliser Daba Finance pour acheter des titres. Oui. Comment est-ce qu'il procède? Alors, premièrement, il faut télécharger l'application sur Google ou Google Play Store ou le App Store. Mhm. Une fois le téléchargement complété, il faut créer son profil, OK. vérifier son identité. C'est très important. Donc, Daba est une compagnie gestion de patrimoine agréée par la SEC aux États-Unis. Mhm. Et sur le marché local sur lequel nous sommes, on a des partenariats avec plus de 7 compagnies d'investissement sur le marché. OK. Et donc, pour pouvoir transiger ou opérer un ordre, quelque ordre que ce soit, il faudrait que l'identité du client soit connue. OK. À contrario de l'ouverture de compte dans les compagnies de la place qui peuvent prendre plusieurs jours ou semaines, chez Daba, c'est véritablement en quelques minutes. OK. Il suffit de prendre un selfie, prendre une image de sa pièce d'identité, un passeport, une carte nationale d'identité, l'uploader sur Daba. La vérification se fait automatiquement par nos systèmes. Vous avez un système de KYC? Exactement. OK. Conforme qui nous permet de faire le KYC sur plus de 100 nationalités à travers le monde en OK. temps réel. Et ça fait aussi la veille de blanchiment d'argent. Donc, OK. c'est-à-dire tous les 3 mois, on regarde si le nom de la personne est sur une liste noire ou ne peut pas être investi. Il y a Mhm. tout un système aussi de risk management et de monitoring. Donc, au-delà de tout simplement vérifier l'identité à l'instant T, il y a aussi tous les process de lutte contre le blanchiment d'argent que nous devons faire en tant qu'entité réglementée. OK. Donc, ce processus de vérification prend quelques minutes. S'il y a une alerte sur l'identité, parce que généralement, les gens qui ont peut-être des noms qui s'assimilent à un nom qui peut être sur une liste noire, etc., ça va monter une alerte. Donc, il va falloir faire une vérification manuelle que nos Mhm. équipes font en moins de 24 heures. OK. Donc, maximum en 24 heures, le compte est ouvert, mais généralement, pour 90% des personnes, ça se passe en quelques minutes.
OK. Donc, une fois que l'identité est confirmée, on peut maintenant faire son premier dépôt. Et là, Daba offre plusieurs moyens de paiement. Le virement bancaire, qui est moins coûteux, mais prend 24 à 48 heures. OK. Le paiement par carte, qui est instantané. Et le mobile money pour les personnes qui veulent payer et peuvent payer par mobile money, OK. Qui est aussi instantané. qui est instantané. Et donc, carte bancaire et mobile money, c'est instantané. OK. Les coûts varient en fonction du coût de l'opérateur et du processeur de paiement. OK. Donc, une fois que la transaction est confirmée, donc le dépôt est confirmé, le compte est crédité, vous pouvez donc maintenant investir. Et donc là, Daba facilite les choses. On vous donne accès, premièrement, à des sélections thématiques si vous voulez investir selon un thème, une industrie, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi aller et choisir tout simplement une action qui vous parle. Vous choisissez l'action, vous cliquez investir, vous mettez la somme que vous voulez investir et c'est parti. Parfait. Bravo, Boom. Merci, Prince. Quels sont les défis que tu as dû surmonter pour arriver à la création de Daba Finance? Alors, nous avons eu plusieurs challenges et je pense que chaque étape ramène ses défis. Les premiers défis, c'était d'abord, il fallait prouver qu'une application telle que la nôtre devait exister. Et donc, quand on parle d'investissement en Afrique, il y a énormément d'idées reçues. On dit non, c'est trop risqué. Là-bas, c'est que des arnaques, etc., etc. La liste est longue. Le narratif négatif est très long. OK. Et donc, il faut d'abord casser cela. Donc, il fallait d'abord dire que non, on a besoin d'une plateforme qui est sérieuse, qui est conforme pour investir en Afrique. Donc, c'était d'abord ça, le premier challenge. Ensuite, il fallait donc maintenant convaincre déjà des investisseurs de nous donner des financements pour aller développer cette plateforme. Convaincre les tout premiers utilisateurs à faire leur première transaction avec nous. Mais ensuite, aller convaincre les partenaires que nous avons aujourd'hui et de leur dire, écoutez, nous, on peut vous apporter des capitaux. Vous avez accès à des marchés qui nous intéressent. Travaillons ensemble. Et donc, il fallait voir à notre tout début une entreprise qui a moins d'1 an, venir cogner, encore un peu comme le cas de ma Travel Tech. On vient cogner aux portes d'un géant financier et dire, nous pouvons vous apporter de la valeur ajoutée. Travaillons ensemble. Ouais. Certains nous ont fermé la porte au nez. D'autres nous ont donné des meetings qui n'ont pas abouti. Et d'autres vous ont souri. Et d'autres nous ont souri. Et avec ceux avec lesquels ça a souri, on a lancé, on a montré que c'était possible. Et ensuite, maintenant, d'autres personnes reviennent vers nous et disent, OK, on aimerait travailler avec vous. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça étoffe le menu de produits que nous avons sur la plateforme. Parce que différents acteurs financiers commencent à avoir confiance en ce que nous faisons. Et ça nous permet véritablement de travailler vers notre mission qui est de démocratiser l'accès à l'investissement en Afrique. Donc, énormément de défis, plusieurs challenges dans l'opérationnel. Je ne vais même pas parler de l'opérationnel, le recrutement, les équipes. Il y a une mentalité qu'il faut parce que pour faire ce type d'activité, qui au début est très difficile et très novatrice en termes du mindset qu'il faut avoir. Ouais. Parce que les gens critiquent à tout moment, se disent « Ah tiens, encore une plateforme en ligne, on va se faire arnaquer. » Mais non, notre service client doit essuyer du scepticisme à longueur de journée. C'est difficile pour les nerfs. Mais de se dire « Non, ces gens le disent tout simplement parce qu'ils ne savent pas. » C'est ça. Ils ne sont pas forcément bien éduqués sur ces questions-là. Exactement, ce n'est que de l'ignorance. Et la façon dont nous pouvons changer l'ignorance, c'est tout simplement en prouvant qu'effectivement, notre service est le meilleur et mérite d'exister. Et donc, on a plusieurs défis de ce genre. Donc, voilà. Ceux qui nous suivent se posent certainement la question, comment accéder aux investissements? Parce que les gens ont l'idée, pensent souvent à des stratégies d'exécution, comme tu l'as dit, mais où trouver des investisseurs? Ouais. Comment c'est fait ta recherche? Tu cherches où? Tu cherches en Afrique? Tu cherches en dehors de l'Afrique? Dans quel réseau tu rentres? Ouais. Donc, comment tu peux être certain d'une certaine... Bon, on va dire comment tu peux avoir l'assurance
de pouvoir avoir le pitch qu'il faut pour pouvoir Ouais. séduire un investisseur Ouais. qui t'introduit. Ouais. C'est une problématique que tous les entrepreneurs rencontrent. Mhm. Et elle est beaucoup plus accentuée sur le continent africain. Pourquoi? Parce que notre fibre de capital risque est très faible. Ok. Dans un pays tel que les États-Unis, il y a des incubateurs et des accélérateurs à tout bout de chemin. Mhm. Il y a des investisseurs qui cherchent à investir dans des compagnies qui n'ont qu'un pitch deck. Ok. Juste une idée. Mhm. Parce qu'ils se disent, ah tiens, ça peut être le nouvel Apple, Le ça nouveau peut être Google. le nouveau Google, Faut pas qu'on rate le nouveau Google. le nouveau Microsoft, etc. C'est ça la culture dans ces pays-là. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas encore cette culture. Ici, on aime ce qui est tangible. Exactement. Et donc, du coup, un entrepreneur qui évolue ici est face à d'autres réalités. Mais quel que soit le contexte, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Occident, les règles de la levée de fonds restent les mêmes. Mhm. Premièrement, c'est son réseau. Il faut chercher à développer un réseau. Le réseau peut commencer par sa famille, par ses amis, les premières personnes qui vont croire en vous. On parle de love money. Love money, Mhm. exactly. N'est-ce pas? Mais ensuite, comment est-ce qu'on peut décupler son réseau à aller trouver des personnes qui, au-delà de ces personnes qui ont une affinité proche avec vous, vont aussi vous faire confiance. Mhm. Et il faut se dire, le plus on s'éloigne en termes d'affinité, le plus il faut apporter des preuves Exactement. que vous méritez. C'est clair. Et en fait, généralement, l'erreur que les gens font, c'est d'aller chercher un degré, des personnes qui sont à un degré d'affinité beaucoup trop éloigné et de ne pas avoir les preuves nécessaires. Parce que les deux vont ensemble. Les deux vont de pair. Mhm. C'est incontournable. Ouais. Parce que le moins d'affinité on a, le plus d'efforts je dois avoir le plus d'arguments je dois avoir pour te convaincre. Ouais. Et donc, du coup, si je n'ai qu'un papier, mais tu me connais d'Adam ni d'Ève, Mhm. le taux, ce n'est pas impossible, mais le taux de réussite, la probabilité que je vais réussir à te convaincre sera beaucoup plus faible. Et donc, en fait, c'est de se dire, ah tiens, j'ai cette stratégie-là, je commence ici, je leur montre ceci, ces gens-ci, avec ces éléments de preuve, peuvent me donner un peu d'argent. Qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-ci pour arriver à l'autre étape de preuve? Maintenant, j'ai évolué mon produit, j'ai évolué mon service, je suis parti d'un document à un prototype. Certes, ce n'est peut-être pas le meilleur prototype, mais ce prototype est suffisant pour aller convaincre une personne qui a un autre degré d'affinité un peu plus éloigné. Et comme ça, petit à petit, chemin faisant, plus on s'éloigne, plus on trouve aussi des investisseurs qui ont un peu plus d'argent. Sauf si, bien évidemment, vous êtes né dans vous êtes né peut-être dans une famille aisée, ou vous avez un cercle, voilà, mais ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Mhm. Et donc, il faut faire ce chemin-là pour arriver éventuellement à des personnes qui pourront vous financer gros. Merci. Ce que tu dis me permet de te poser une question qui permettra peut-être de briser quelques idées reçues. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui veulent, on va dire, posséder leur entreprise à 100%, qui ne veulent pas accueillir d'investisseurs parce qu'elles se disent, ouais, voilà, ces personnes vont peut-être me mettre des bâtons dans les roues, Oui. ces personnes vont peut-être me voler mon projet, Oui. parce qu'il y a souvent cette crainte de certaines personnes, Surtout en Afrique. surtout en Afrique. Et surtout sur les entreprises familiales. Oui. Parce qu'en fait, en Afrique, on a beaucoup d'entreprises à succès Mhm. qui font de très bons chiffres d'affaires. Sauf que la pérennité de ces entreprises-là est souvent mise à mal Mhm. parce que ces entreprises veulent fermer leur capital, ne veulent pas s'ouvrir. Oui. Et donc, limiter son accès ou son ouverture au capital étranger limite aussi généralement la croissance. Pourquoi est-ce que c'est souvent différent dans des pays occidentaux? C'est le mindset. Ok. Parce qu'ils ont vu ce que ce modèle de financement peut apporter. Mhm. Il vaut mieux avoir 1%, n'est-ce pas, d'un milliard que 100% d'un million. C'est clair. C'est clair. Et ça, c'était l'introduction d'un bouquin que j'ai lu. Le titre du bouquin, j'oublie l'auteur, hein, c'est La levée de fonds. Ouais.
J'ai lu ça sur Audible, je pense. Et c'était comme cela qu'ils ont dit. On dit, à quoi ça sert d'avoir 100% de zéro Ouais. plutôt que d'avoir 1% d'un milliard. Ouais. Non, c'est clair. C'est ça. Le calcul est vite fait. Et donc, justement, juste pour revenir, donc pour les entrepreneurs africains doivent se dire que ouvrir son capital en soi n'est pas une mauvaise chose. Mhm. Maintenant, l'éducation qu'il faut faire, c'est de comprendre sous quelles clauses et conditions ouvrir son capital. Oui. Ce n'est pas tout capital qui est bon à prendre. Mhm. Ce n'est pas toute clause ou proposition d'investissement Qui est bonne à valider. qui est bonne à valider. Et donc, il faut s'éduquer sur le type de capital et les conditions qui accompagnent le capital qu'on prend. Une fois que vous savez le faire, vous pouvez donc regarder différentes propositions avec un œil avisé, un regard avisé, qui vous permettra de vous dire, écoutez, je vais aller avec tel investisseur et non avec tel investisseur. Et je pense qu'il faut aussi se faire accompagner par des personnes qui ont des compétences donc, dans la lecture de Exactement. documents de ce Il y a type. beaucoup de, justement, ça c'est le travail des banques d'affaires C'est ça. et des transaction advisors, des conseillers sur les transactions, qui peuvent donc accompagner. Mais généralement, ça vient à un coût. Donc, il faut être soit prêt à payer ce coût en amont, ou bien avoir une négociation qui est basée sur le succès ou la réussite de cette levée de fonds. Tu sais, ce que tu dis est tellement pertinent quand tu parlais de personnes avec une certaine affinité qui sont, j'ai envie de dire, plus enclins à investir dans ton business. Oui. Moi, je me rappelle quelques années en arrière, avec une amie, on souhaitait monter un tout petit club d'investissement. Donc, ça remonte à, je pense, un peu plus de 3 ans. Ok. Et donc, on a identifié, on va dire, un peu moins d'une vingtaine d'acteurs qui étaient principalement des amis. Et il fallait leur présenter un document dans lequel on leur indique nos objectifs, les activités qu'on souhaite mener. Et la question qui se posait, c'était quoi le rendement à la fin? On n'a pas encore mené l'activité, on ne peut pas garantir un certain revenu, une certaine rentabilité, mais il faut présenter cela quand même à des personnes. Et Exactement. là où c'était intéressant, où c'était beau, nous nous sommes aperçus que les personnes nous ont fait confiance, non pas à cause de ce qu'ils allaient gagner, Ouais. mais à cause de la relation que ces Exactement. personnes avaient déjà avec nous. Exactement. Et donc, on a pu avoir le financement qu'il fallait, on a mené les activités pendant un certain nombre d'années. Ça s'est très bien passé. Chaque année, ils percevaient, j'ai envie de dire, des dividendes. Les dividendes. Ils étaient très heureux et ils avaient une seule chose à la bouche, c'était on est sûr d'une chose, cet argent-là, si on l'avait laissé dormir dans un tiroir, Ouais. on n'aurait pas eu cette rentabilité. On vous félicite. On a fait confiance sur 3 ans, ça s'est très bien passé. Ouais. Et puis après, on a arrêté parce que c'était conclu que c'était sur 3 ans 3 qu'on ans. devait le faire. Quoi. D'accord. Voilà. Félicitations. Merci. Est-ce que tu as un... Qu'est-ce qui t'anime au quotidien Ouais. dans ton mindset qui te pousse à te dire il faut que je fonce, il faut que j'y aille, il faut que je réussisse, il faut que je transcende, il faut que je relève ce défi. C'est quoi? Qu'est-ce qui te booste au quotidien? Personnellement, je pense que dans ma vie, jusqu'à présent, j'ai eu certaines opportunités parce que j'ai une mission. Ok. Et je pense que la mission qui est la mienne est véritablement d'être un catalyseur pour la création de patrimoine en Afrique. Ok. Pour la petite histoire, mon grand-père était menuisier. Mes parents viennent de familles très, très modestes. Ok. Mais j'ai eu l'opportunité de faire de très belles études, aller dans la meilleure école de commerce au monde. Qui est, tu l'as dit tout à l'heure, Justement, qui est? l'université de Chicago, Booth School of Business. Ok. Créer des business, certes, mes aptitudes y ont contribué. Mais je pense que généralement dans la vie, certaines personnes ont certaines opportunités, sont dans certaines pièces, qu'elles réussissent à faire certaines choses parce qu'elles ont une mission. Ok. Et je pense que la mienne, c'est véritablement d'être un catalyseur pour aujourd'hui les 1,3 milliard de personnes en Afrique. Demain,
dans d'ici 20 ans 2,5 milliards de personnes sur le continent africain est de changer le narratif et de dire que ces personnes-ci ont bénéficié de meilleures opportunités. Pourquoi? Parce qu'elles auront pu se créer un patrimoine aussi simplement que les personnes en Occident peuvent le faire. Les marchés de capitaux sont le moyen le plus simple pour se créer du patrimoine. Point à la ligne. Tant que les marchés de capitaux africains seront fermés, cela contribuera de façon importante à la pauvreté en Afrique. Et donc moi, honnêtement, ça m'anime. Ok. Ça me motive. Parce que je sais que ce que je fais ne m'aide pas, moi, Uniquement. Certes, je m'accomplis. Mais C'est pour la postérité. quand je reçois, par exemple, hier, on a fait un webinaire. Et à la fin du webinaire, il y a un utilisateur qui nous a dit « Vous êtes une bénédiction pour nous. Et je te le dis. » Merci. Tu es une bénédiction pour moi. Merci. Vous êtes une bénédiction pour moi. Merci. Ton cofondateur et toi et toute l'équipe qui accompagne Daba Finance. Merci. Ça, c'est ce qui nous anime, tout simplement. C'est de pouvoir... On a des témoignages comme ça. On n'a même pas encore commencé à partager ces histoires, mais des fois, ça me donne froid au dos. Aujourd'hui, on a des détracteurs qui disent « Mais Daba Finance, c'est encore une autre plateforme d'arnaque, etc. » Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que ça fonctionne. Et nous, on n'a même pas besoin de se défendre. Nos utilisateurs qui vont dans les commentaires, qui disent que « Mais non, c'est vous qui ne connaissez pas. » Mais tu sais, moi, je suis un des premiers dénicheurs de systèmes d'arnaque. Okay. Donc, je ne saurais même pas si la plateforme, si jamais ça en était une. C'est vrai que un système peut mal se comporter en fonction de la tournure que veut donner ses créateurs à cette plateforme. Bien sûr. Mais quand tu regardes toutes les assurances, moi, je suis allé sur votre site internet, j'ai lu, et comme je te le disais, quand j'ai cherché à avoir les informations au début, je pense qu'il y a une des commerciales de Daba Finance qui m'a appelé, la première des choses que je lui ai demandé, c'est envoie-moi toutes les ressources en termes de conformité. Et tout. J'ai pris le temps, j'ai lu. Les transactions sont cryptées. On te donne le détail sur le type de système de cryptographie qui est utilisé. Exactement. Les partenariats avec les structures de la place. J'ai fait mes premiers tests. J'ai vu le retour. Je reçois un certificat qui me confirme que... tu es bel et bien détenteur de ces actions. Exactement. Donc, pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour me rassurer. Et c'est pour ça que je te dis chaque jour. Parce que souvent, je peux même l'oublier, mais je reçois une notification. Et souvent, ce sont des notifications informationnelles sur le marché. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ah tiens, il y a aujourd'hui un fonds de commun de placement qui est disponible. Exactement. Okay, tu as la documentation, tu lis, si ça t'intéresse, tu y vas. Exactement. Good. Donc ça, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui me motive. Parce que honnêtement, mon associé et moi, et on le dit à tous les membres de l'équipe, pendant la première année et demie, on ne recevait aucun salaire. Okay. C'est-à-dire que tout le monde à Daba gagnait plus que nous. Mais il faut se lever tous les jours et se dire que demain, ça sera mieux. C'est la semence. Exactement. Et donc, pour nous, aujourd'hui, de voir qu'après 3 ans, on commence à toucher un public plus large qui véritablement peut dire que je suis avec Daba. Ça fait 3 mois, 1 an, 2 ans. Et honnêtement, j'ai confiance. Et ce sont maintenant eux, nos microphones. Ça nous motive plus que tout. Ouais. Encore une anecdote. La première fois quand l'ami qu'on a en commun, Jean-Jacques, m'a présenté l'application, c'était à la suite d'un meeting que j'avais avec lui. Il me dit, regarde l'application, tout et tout. Il dit, tu connais? Je ne connais pas. Donc, je télécharge. Bon, non, je n'ai même pas téléchargé. Il me montre l'application sur son téléphone. Et puis, je lui dis directement, puisque je connais le sigle d'une action, là, d'une entreprise de la place. Donc, je lui dis, OK, tape ça qu'il faut que je vois.
Et puis, il me dit, je pense qu'il n'avait pas encore cherché, il me dit, non, mais il pense que ce cours d'action n'est pas monté. Tout ça. Je dis, non, attention, hein. Ceux-là, je les traque depuis longtemps. Donc, il tape. Et puis, quand il regarde, lui, il est surpris. Il se rend compte que, en fait, tu as le graphe. Ouais, bien sûr. Sur le jour, la semaine, le mois, l'année. Voilà, exactement, et 5 ans. Ouais. Le gars, il voit combien de fois c'est monté. Ouais. Je lui dis, tu vois, ces gars-là, ils bossent. Ouais. Et encore, on a poussé ça plus loin. On a dit, on a créé la machine à remonter le temps pour simplifier les choses. Et donc, dire que entre combien tu aurais investi il y a 5 ans et on te dit combien tu aurais gagné. Exactement. Et donc, avec ça, ça ramène le concept de dire que, ah tiens, si j'avais mis 100 000 francs, 1 million, il y a 3 ans, il y a 1 an, il y a 5 ans, à la date d'aujourd'hui, voici ce que j'aurais eu. J'aurais gagné. Point. Et là, les gens comprennent rapidement. Et un autre truc que j'aime, ce sont les thématiques. Ouais. Parce que vu que vous regroupez en thèmes certaines actions qu'on peut acheter. Exactement. Donc, on peut retrouver des opérateurs, d'autres dans le domaine de la finance. Exactement. Voilà, de l'industrie. On a même une sélection thématique halal. Oui. Pour toutes les personnes qui sont musulmanes et qui veulent investir selon les règles de la charia. Donc, c'est véritablement une démarche inclusive. Oui. De se dire que même si vous investissez selon la religion, vous pouvez investir. Vous pouvez vous créer un patrimoine. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, c'est de se dire, c'est avec la perspective de comment est-ce qu'on va ramener le plus de personnes et leur donner cette opportunité. Parfait. Quelle est la réussite dont tu es le plus fier? Ouf. Ah, ça, c'est une colle, ça. Parce que, honnêtement, et ça, c'est un défaut que j'ai, je ne me pose pas assez pour dire que, pour célébrer peut-être, je pense, mes réussites. Ça, c'est un défaut que j'ai. Ma famille, mes amis me le disent. Pose-toi, célèbre tes réussites. Mais là, tout de suite, une réussite qui me vient à l'esprit. Je pense que quand nous avons dépassé le nombre de 10 000 utilisateurs sur Daba, j'étais particulièrement fier. Okay. Parce que, en fait, ça prouve qu'il y a 10 000 personnes sur Terre qui nous font suffisamment confiance pour investir leur argent chez Daba. Et donc, ça, c'était un milestone pour moi qui m'a dit, ah tiens, si on peut faire 10 000, on peut faire 100 000, on peut faire 1 million, on peut faire 50 millions, on peut faire 100 millions de personnes. C'est possible. Et donc ça, c'est pour moi là une réussite qui me vient à l'esprit, mais bon, voilà. Quel livre, quelle citation, quel mentor a eu un impact significatif sur ta vision du business ou de la vie? Là, tout de suite, il y a une citation de ma mère qui est « The sky is not the limit, it's the starting point ». Elle me le rappelle à chaque fois. Parce qu'elle connaît les difficultés que je rencontre tous les jours. Et à chaque fois, elle me dit « Le ciel n'est pas la limite. » C'est le point de départ. C'est le point de départ. Et donc, ça pour moi, voilà encore une autre citation qui me permet de dealer avec le rejet. Okay. Parce que je sais que le commencement, c'est from the sky. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin. Si tu avais un conseil à donner à tous ces entrepreneurs qui veulent se lancer dans une activité, dans un business, ce serait quoi? Je dirais ces 3 points. C'est premièrement s'informer. Je trouve que très peu de personnes font les recherches nécessaires avant de se lancer. Il y a énormément de suivisme. Okay. Et c'est dommage. Parce que, ah tiens, telle personne... Il y a certains business, il ne faut pas trop réfléchir. Ça peut marcher. Mais quand on veut faire quelque chose de bien, il faut s'informer. Une fois qu'on est informé et qu'on a défini donc l'activité qu'on veut faire, il faut avoir une stratégie. Okay. Quel est le chemin que je veux suivre? Quel est l'objectif et comment est-ce que je pense y arriver? Donc, information. Et puis, deuxièmement, stratégie. Stratégie. Okay. Et finalement,
l'exécution. Ok. Parce que généralement, les gens ont des idées, ils ont une stratégie, mais ça pêche à l'exécution, À l'action. à l'action. Parce que généralement, ils sous-estiment le sacrifice. Moi, aujourd'hui, je dois commencer mes journées de travail à 6 heures pour pouvoir avoir au moins 3 heures de travail avant que les employés ne commencent à travailler et finir mes journées entre 21h et 22h pour avoir encore 3 heures ou 4 heures de travail après que mes employés soient partis. On ne te dit pas ça quand tu commences. C'est clair. Et ça fait partie des réalités de l'exécution. Parce que à la fin de tout le coaching et toute la direction que tu vas donner à ton équipe, toi-même, l'entrepreneur, tu dois exécuter. Tu dois être sur le terrain. Ouais. Quand est-ce que tu fais ça? On a tous les mêmes 24 heures. C'est clair. Donc, je pense que le conseil que je peux donner, c'est s'informer, avoir une stratégie et exécuter. Une fois que ces choses-là sont là, dans l'exécution, il y a aussi le mindset. Parce que chemin faisant, il y a des difficultés. Il y a des rejets. Il y a des rejets. Il y a des difficultés qui vont se présenter. Avoir le mindset et savoir toujours quand se remettre en question. Ok. Parce qu'il ne faut pas aussi être entêté. Il y a des fois, il faut écouter ce que l'environnement, le marché te dit et se repositionner. C'est clair. Donc voilà le conseil, si je peux me permettre, de donner à toute personne désireuse d'entreprendre. En tout cas, ça a été un réel plaisir. Merci, Boom. Merci, Prince. C'était un réel plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. C'était très, très enrichissant. Merci de Je l'invitation. sais que nos amis, les abonnés, vont dévorer tout cela. Et ce qu'on va leur demander là, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes de podcast, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Nous sommes également sur TikTok et même sur LinkedIn. Ce sera avec un réel plaisir qu'à chaque fois, nous ferons le nécessaire pour vous apporter l'instruction de nos invités. Je vous remercie.